Alors, très bien. Bienvenue tout le monde à cette quatrième rencontre des gestionnaires en dépendance et en itinérance, dont on fait partie du sous-groupe de travail sur la COVID-19. Et je suis la docteure Marie-Ève Goyer. C'est moi qui ai la chance d'être votre animatrice aujourd'hui, où on va parler de la crise des surdoses et des pratiques novatrices mises en place au Québec pour y faire face. Et c'est vraiment ce souci-là de voir justement une des conséquences, entre autres, de la COVID, qui a mené à une augmentation des surdoses récemment dans plusieurs régions et des problématiques entourant la consommation de substances psychoactives. Voici les personnes qui sont en présence aujourd'hui et j'en profite pour les remercier. On a vraiment une belle brochette de personnes qui ont accepté de venir nous aider. Alors, on a Éric Langlois, et là, j'ai vraiment un problème avec mon écran. Attendez-moi une seconde que je me réorganise pour voir ce que je fais. Voilà. Alors, on a M. Éric Langlois qui va être notre premier conférencier, qui est conseiller scientifique à l'unité d'évaluation et soutien à la gestion des risques de la direction de la santé environnementale et de la toxicologie de l'INSPQ. Ensuite de ça, on va entendre la docteure Camille Paquette, accompagnée de M. Cédric Simoni. Camille Paquette est médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive et responsable médical en promotion et prévention à la DSP du CIS de l'Outaouais, accompagnée de M. Cédric Simoni, qui est APPR à la direction de la santé publique du CIUS de l'Outaouais. Et on va terminer par une présentation de Mme Karine Lausier, qui est chef de service intérimaire, trajectoire modérée à grave à la direction des programmes de santé mentale et dépendance du CIUS de l'Estrie. Et nous sommes toujours là aussi, donc les membres de l'équipe de soutien clinique et organisationnel en dépendance et en itinérance. Nous sommes des personnes qui sont responsables des conférences que vous voyez actuellement. Donc, je suis toujours la docteure Marie-Ève Goyer et je suis accompagnée de ma coordonnatrice Karine Hudon et Dany Larouche qui vont vous faire des coucous plus tard dans la réunion et qui m'assistent aujourd'hui. Je les en remercie. Donc, l'objectif de la journée, c'est vraiment de parler du contexte de la crise des surdoses de substances psychoactives au Québec, le contexte anté-COVID, mais aussi le nouveau contexte où les changements qui ont été amenés par la COVID et évidemment, comme à chaque fois qu'on se réunit, d'identifier des outils, des pratiques et des mesures concrètes qui peuvent vous aider dans l'ici et maintenant à agir dans votre contexte respectif. Donc, voici un peu le plan. On va faire le mot de bienvenue qui est déjà fait, la mise en contexte, et on va avoir d'abord une présentation des données provinciales sur les surdoses par M. Éric Langlois. Ensuite de ça, on va avoir deux exemples de pratiques novatrices qui ont été mises en place dans un souci, entre autres, de répondre face à la crise des surdoses. Et je vais revenir à la fin, très, très brièvement, pour faire un retour sur diverses mesures de prévention et de réduction des surdoses qui sont disponibles pour tout le monde dès maintenant. Je vous rappelle aussi que nous vous avons envoyé un lien pour une évaluation des rencontres. Le lien va être remis dans le clavardage à l'instant. Donc, dépendant de votre niveau de multitasking, je vous invite à le faire pendant la conférence ou à la fin. Il va être encore disponible après. C'est vraiment important pour nous d'avoir votre opinion sur l'utilité, la qualité des rencontres, mais on vous invite aussi à nous suggérer des sujets à couvrir, des choses dont vous auriez besoin et dans lesquelles on pourrait mieux vous soutenir pour orienter nos rencontres. Évidemment, notre objectif, c'est de vous être utile. Donc, si on ne l'est pas ou si on ne l'est pas tout à fait, bien, on va bouger les choses pour s'adapter, pour être sûr qu'on répond aux besoins et aux besoins qui sont changeants, évidemment. Donc, on a vraiment besoin de votre opinion là-dessus. C'est très, très court. Ça prend 5 minutes. Là, ça se fait en ligne. Donc, s'il vous plaît, n'oubliez pas de le remplir. Donc, sans plus tarder, je vais inviter M. Éric Langlois à ouvrir sa caméra et son micro et à nous présenter les données provinciales sur les surdoses. Et j'en profite, Éric, pour te remercier vraiment d'être parmi nous, de ta disponibilité. Je termine sur ceci, un petit peu de pub pour notre page web sur les surdoses à l'Institut, à l'adresse que vous avez ici à l'écran. Donc, vous allez y trouver sur cette page-là des données, toutes sortes d'outils, dont l'outil cartographique interactif là, sur les endroits où on peut se procurer la naloxone. Ça pourrait être fort utile pour vous à la fois et votre clientèle. Alors voilà.
Merci beaucoup, Éric. Et puis, on se faisait la réflexion en t'écoutant parler qu'on te doit un merci particulier d'être porteur de ces données-là qui sont quand même lourdes, surtout dans notre contexte actuel avec ces excès-là de mortalité et les changements qu'on a vus dans les derniers mois. Donc, merci vraiment du travail que tu fais, qui est très, très important et j'espère aussi utile là, pour les gens qui sont là aujourd'hui parce que, comme on le voit, c'est des données qui sont en mouvance et qui bougent beaucoup. C'est ce qu'on voit sur le terrain aussi actuellement. Alors, on va avoir là, une période de questions là, de 5 minutes. Éric, merci de rentrer dans le temps, même de finir plus tôt. On a un 5 minutes. Si vous avez des questions, soit vous levez la main et peut-être plus simple d'y aller directement dans le clavardage. Et pendant que vous me faites un coucou là, pour ceux qui désirent poser des questions, je veux vous rappeler aussi qu'on enregistre la présentation. Par contre, la section d'Éric ne sera pas disponible pour rediffusion parce que c'est des données qui ne peuvent pas là, être partagées, mais le reste de notre présentation va être disponible sur notre site Internet parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une demande et un besoin là, pour écouter en différé. Et donc, on va faire en sorte de vous le rendre disponible si jamais il y a des gens de vos équipes qui voudraient l'écouter dans un deuxième temps. Alors, est-ce qu'il y a des questions pour Éric Langlois? J'essaie de voir s'il y a des mains levées. Ou allez-y, vous pouvez démuter votre micro si vous voulez y aller directement. Marie-Ève? Oui. Stéphane Chartrand de Laval. Bonjour Stéphane. En fait, la question, c'était plus en lien avec les décès. Ben, dans le fond, qu'on trouve plus de fentanyl dans les décès à partir de l'urgence sanitaire. Hein. Est-ce que ça peut être en lien avec le fait qu'on la recherche plus ou on la recherche systématiquement maintenant et qu'avant 2018, c'était peut-être moins le cas? Y a-t-il quelque chose qui s'explique là-dessus? Effectivement, il y a peut-être là un élément de réponse, mais j'oserais dire que la situation est davantage due au changement dans le marché de la drogue. Là-bas, ce qui a été observé, c'est que dans les années antérieures, lorsqu'il y avait de l'héroïne qui était consommée, c'était vraiment de l'héroïne. Or, depuis quelques années, ce qu'on constate, particulièrement à Vancouver, c'est que ce qui est vendu comme étant de l'héroïne, ce n'est pas de l'héroïne, ce n'est plus de l'héroïne, c'est exclusivement du fentanyl. Donc, il peut y avoir une partie de la réponse qui est due à l'évolution de la portée des substances qui sont analysées, mais ce serait, d'après moi, une explication mineure à la hausse du pourcentage. Je pense que c'est davantage le marché qui explique ce qu'on a présenté tout à l'heure. Puis est-ce que peut-être, Éric, tu peux commenter justement sur les hypothèses? Donc, comment ça se fait qu'il y a une transformation du marché comme ça? Est-ce que c'est juste la fermeture des frontières ou je ne sais pas jusqu'à quel point on en est dans les hypothèses à ce niveau-là? Puis aussi, peut-être nous commenter sur, je ne sais pas à quel point on est granulaire dans les décès, puis si est-ce que c'est juste montréalais pour l'instant? Est-ce que ça touche toutes les régions? Effectivement, le pic qu'on a observé cet été est fortement associé à la situation qui prévalait dans la région de Montréal, sur l'île de Montréal. Maintenant, il y a d'autres régions aussi qui ont connu des hausses, peut-être pas aussi importantes que la région de Montréal, mais oui, effectivement, étant donné que la population est nettement plus élevée du côté de Montréal que dans le reste de la province, bien nécessairement, Montréal a une influence significative là, sur les données. Donc oui, essentiellement, c'est très, très fortement relié à la situation à Montréal. Il y a d'autres régions là, pour lesquelles ça n'a rien changé là, cet été. Y a-t-il d'autres questions pour Éric? Je ne sais pas si, en attendant, tu peux commenter aussi sur vos attentes par rapport à nous dans nos équipes, par rapport aux gestionnaires, par rapport aux équipes cliniques, par rapport au signalement des surdoses. Et on pourrait peut-être mettre même dans les commentaires la fiche de signalement des surdoses. Donc, quand est-ce que vous voulez qu'on vous fasse un coucou? Qu'est-ce que c'est notre devoir ou ce qu'on peut faire quand on pense que de nos patients sont décédés, etc. Ouais. En fait, de notre côté, nous, à l'INSPQ, on n'a pas d'attente étant donné qu'on est des conseillers scientifiques. On n'est pas une autorité de santé
public. Par contre, je comprends bien ta question, à savoir quand est-ce qu'on signale aux autorités régionales de santé publique. Et ça, je comprends bien ça. En fait, il y a deux situations. Lorsqu'il y a une situation inhabituelle qui n'est pas nécessairement dans laquelle la direction de santé publique ne sollicite pas nécessairement les signalements par un appel à la vigilance, par exemple. Là. Donc, on peut signaler, et certaines personnes, certaines organisations doivent même signaler des situations inhabituelles, que ce soit le nombre de surdoses, l'intensité de surdoses ou toute autre situation jugée inhabituelle par rapport à la situation des surdoses. On peut signaler en tout temps. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne signale pas toute surdose parce que les surdoses, il y en a toujours eu. Donc, ce qu'on veut signaler essentiellement, c'est toute situation inhabituelle au-delà de ce qu'on connaît habituellement, où là, il y a peut-être un excès de risque ou un excès de décès, un excès de surdose, et c'est ce que veulent savoir les directions de santé publique. Il y a une exception à cette consigne-là qui est, mais si une direction de santé publique est actuellement en enquête et qu'elle sollicite explicitement les signalements pour toute surdose, alors ça a préséance évidemment sur la consigne générale que je viens de vous mentionner. Très bien, donc merci encore beaucoup, Éric. Et j'en profite aussi, là, pendant que je reprends le partage de l'écran, pour vous rappeler que dans l'entrée d'agenda d'aujourd'hui, quand vous avez reçu les consignes, vous avez aussi reçu la liste de vos répondants au niveau des surdoses en santé publique, région par région. Donc, c'est une liste très précieuse. Gardez-la bien, bien précieusement. Évidemment, elle devra être évolutive, mais cette personne-là devrait être votre contact si jamais, justement, vous voulez savoir comment signaler une surdose, commander des bandelettes de fentanyl, vous avez des enjeux de distribution de l'analoxone, on y reviendra tout à l'heure. Donc, cette liste-là était dans le courriel d'entrée aujourd'hui. Alors, sans plus tarder, passons donc aux prochaines présentations de pratiques novatrices qui ont été mises en place pour justement réagir à la problématique des surdoses. Donc, j'invite Dr Camille Paquette et Cédric Simoni à ouvrir leur caméra et je vous laisse la parole pour les prochaines minutes. Je vous remercie, j'en profite pour vous remercier de nouveau d'être parmi nous. Très apprécié. Alors, je vous remercierai aussi de nous avoir invités. Donc, mon collègue et moi, ce matin, on va faire un rapide tour d'horizon du site de prévention de surdose qu'on a mis en place cet été à Gatineau. Donc, on peut aller avec la prochaine diapo. Donc, pourquoi on a décidé de faire ça, en fait, c'est que dans le contexte de pandémie, ce qu'on avait, entre autres, comme écho du terrain, parce qu'on travaille de façon très, très étroite là, avec des organismes communautaires en réduction des méfaits, c'est qu'il semblait y avoir là, une plus grande toxicité des substances qui circulaient sur le marché illicite et que les gens vivaient davantage de détresse, d'isolement aussi, surtout à la première vague avec le confinement, davantage d'anxiété. Il y a des gens qui perdaient leur emploi, qui ont perdu leur logement. Donc, tout ça faisait en sorte qu'on avait des conditions très, très à risque là, d'avoir plus de surdoses. Et ce qui s'est effectivement avéré, donc on a connu une hausse de surdose là, à partir du mois de mai. De décès, en fait, potentiellement dû à des surdoses. Donc, c'est sûr que c'est des petits chiffres si on compare ça à ceux de Montréal, mais tout de même, là, entre le début mai et la fin octobre, on a eu 30 décès potentiellement dus à une surdose, ce qui est autant que pour l'ensemble de l'année 2019. Donc, pour nous, c'était franchement une différence importante, là, avec un pic de 8 décès au mois d'août. On a eu aussi plusieurs signalements de surdoses non mortelles de nos partenaires. Puis, ce qu'il y avait de plus, je dirais, particulier, c'est qu'il y en a de nombreuses dans ça qui ont eu lieu autour des refuges. À Gatineau, on a un seul refuge permanent, si je peux dire comme ça. Puis avec la pandémie, on a dû en mettre en place là, un site d'hébergement d'urgence supplémentaire qui est physiquement juste à côté du refuge permanent. Et on s'est mis à voir, c'est ça, plusieurs signalements de surdose aux alentours de ces refuges-là. Et on a vu aussi une hausse des visites à l'urgence pour intoxication possiblement causée par des opioïdes, surtout à l'été. À l'automne, ça a rediminué. Donc, tout ça a fait en place qu'on a choisi de se mobiliser
Et le 27 juillet, là, on a pu ouvrir notre site de prévention de surdose. Ce qui a aussi facilité, c'est le fait que Santé Canada, dans le fond, normalement, à qui on doit faire une demande d'exemption à la loi sur le contrôle des substances, bien là, ce pouvoir-là était délégué aux provinces et ça a pu nous faciliter les démarches. Donc, on peut aller à la prochaine diapo. Alors, qui vise-t-on et quel service offre-t-on dans notre site de prévention de surdose? Ben, en fait, ça s'adresse à toute personne qui a plus de 14 ans, mais évidemment, pour les mineurs, il y a une évaluation qui doit être faite par une infirmière du Centre de réadaptation en dépendance de notre CIS avant d'autoriser réellement l'accès au site de prévention de surdose. Et la personne doit aussi avoir déjà consommé des substances psychoactives. Donc, c'est les 2 vérifications qui sont faites avant de laisser la personne entrer. Puis, pour arriver, je dirais, à recruter des gens ou en tout cas à faire connaître le service, là, ça s'est beaucoup fait par le bouche à oreille. Et évidemment, comme c'est aussi physiquement situé au même endroit que les 2 refuges, mais ça demeure visible en particulier pour cette clientèle-là. Mais c'est ouvert à tout le monde aussi, de toute façon, là, donc c'est de cette façon-là qu'on s'est fait connaître. Les gens, quand ils viennent au SPS, mais initialement, il y avait surtout beaucoup pour la distribution de matériel de conso, donc les gens ne consommaient pas nécessairement sur place. Il y a aussi des bandelettes de détection de fentanyl qui sont distribuées, les gens peuvent tester leurs substances sur place aussi s'ils le souhaitent, avant de consommer ou tout simplement avant de repartir avec la substance. Ils peuvent consommer sur place, donc par inhalation, au niveau intranasal, par la bouche aussi, par injection. Puis, il y a une possibilité d'avoir une petite période de répit là, avant de quitter. On a du soutien psychosocial, il y a du dépannage alimentaire aussi de base qui peut se faire, puis des références si les gens souhaitent pouvoir bénéficier là, d'autres services, par exemple, quand les gens soit se cherchent un logement ou ce type de service-là. Puis peut-être l'autre chose aussi, si je reviendrai juste au niveau des critères de la clientèle et des critères d'éligibilité, on a un protocole particulier là, d'accueil à faire si jamais c'est une femme enceinte qui se présente, si c'est une personne accompagnée d'un enfant à sa charge ou si la personne souhaite s'injecter pour une première fois, là, donc on a des protocoles d'intervention plus particuliers à ce moment-là. Alors, là, je céderai la parole à mon collègue Cédric pour la suite. Merci Camille, je suis désolé du manque de vidéo, j'ai gossé et ça n'a pas marché. Donc, ici, on voit les photos de la première mouture qui était du SPS, qui était finalement sous une tente. Donc, cette période-là a duré du 27 juillet jusqu'au 31 septembre. Donc, dans cette tente-là, on retrouvait par quart de travail, donc de 18h à 22h, 2 intervenants communautaires formés à RCR sur le port des pieds, l'administration de la naloxone et l'intervention au contexte de crise. Un de ces intervenants-là était en tout temps en épi complet afin de pouvoir intervenir, faire du RCR en contexte de COVID. Et on avait une infirmière, et on a encore une infirmière sur appel disponible 24/7 afin de pouvoir répondre à des problématiques physiques que pourrait présenter un usager ou faciliter la référence vers d'autres services. Donc, ça a été géré, administré par 2 organismes communautaires, le Bras Outaouais et le CIPTO, donc de façon indépendante et financé de façon indépendante à une hauteur d'environ 15 000 $ pour cette première période. Prochaine slide. Donc, avec l'arrivée de l'hiver, une tente n'était pas vraiment suffisante pour accueillir le service. Donc, nous avons décidé de faire l'achat, ou les organismes ont fait l'achat d'une roulotte afin d'accueillir le service qui va opérer qui opère du 1er novembre jusqu'au 31 mars prochain. Donc, et ça, c'est le 6 de l'Outaouais qui va reprendre les coûts à une hauteur d'environ 50 000 $ par organisme pour la période. Prochaine slide. En termes de constat, bien, on a vu une évolution quand même assez
quand même assez importante du taux de visite par semaine. Donc, on voit qu'on a créé une certaine habitude et un changement de culture chez les consommateurs afin qu'ils viennent nous visiter. On a eu un total de 856 visites pendant la période du 27 juillet au 31 septembre. Puis, si on remarque ici, bien, les 2 dernières semaines, la baisse, en fait, a été du fait que ça a été les 2 dernières semaines de septembre qui ont été relativement froides et qui ont rebuté certains consommateurs à venir dans la fente au froid pour consommer. Prochaine slide. Donc, ici, on voit des graphiques sur la consommation de drogue au site. Donc, en tout, on a eu 204 épisodes de consommation. À notre grande surprise, on a quand même vu une consommation assez importante de stimulants par voie intranasale et notamment des pilules d'amphétamine écrasées et prisées. On s'ensuit ensuite par la consommation par intraveineuse et aussi l'inhalation. On était très content de voir arriver pendant le temps qu'on avait l'attente. Ça ne se passe plus. Maintenant qu'on a la roulotte, on est en train quand même de faire des démarches afin de tenter de trouver une solution à ça parce que c'est une population qu'on va quand même donner pour l'intervention. Prochaine slide, s'il vous plaît. Et ici, on voit une tentative de visualiser les tendances de consommation de drogue dans le temps. C'est assez erratique, on va vous le dire. Donc, le N est probablement trop petit. Et ça démontre également les écueils de la collecte de données dans ce type d'opération, notamment sur le type de drogue qui est présenté aux intervenants. Donc, ce qui vient renforcer pour nous l'argument d'avoir des sites, des services d'analyse de substances, soit associés au site, soit séparés, mais du moins qui soient présents dans la région afin d'avoir des données plus précises. Une de nos surprises a été de voir qu'il n'y a pas eu de vague médiatique quand on a fait notre sortie de communication concernant le site. On a eu 2 petits articles très informatifs, mais sans plus. J'étais très bien content de ça. En termes de défis, pour nous, le plus gros a été de débroussailler nos processus administratifs à l'interne. C'est une première, finalement, pour le CIS et je crois également pour le ministère de la Santé et des Services sociaux, soit de gérer ce type de service-là et aussi d'appliquer pour nous une exemption qui a été déléguée par 2 paliers de gouvernement différents. En termes de réalisation, bien, on a vu l'importance du travail d'éducation et de préparation en amont, soit par notre projet de service de consommation supervisé permanent. Ça faisait à peu près 1 an et demi qu'on travaille dessus. Et ça a grandement graissé l'engrenage afin de mettre le site de prévention des surdoses en place. On a vu l'importance du travail en partenariat, donc avec nos partenaires communautaires, institutionnels, la ville, les services policiers, les services ambulanciers qui se rencontreront en fait une fois par semaine en tenter de régler les problèmes associés au site et se tenir au courant des évolutions des pratiques aussi chacun. Et finalement, on remarque l'importance d'appliquer une simplicité au modèle, donc vraiment de couper dans le gras et de mettre le service le plus essentiel possible afin de faciliter son application au niveau communautaire. Donc, en termes de plus-value, bien, de façon générale, le SPS apporte vient intervenir, vient faire baisser le niveau de pression qui est imposé aux intervenants communautaires et institutionnels, ainsi que les usagers qui évoluent dans le secteur des services d'hébergement d'urgence à Gatineau. Donc, soit en offrant une alternative à la consommation en refuge, soit en mettant en place des services d'intervention qui sont vraiment très localisés. Et avec ça, bien, on s'attend vraiment aux plus-values que l'on retrouve dans la littérature de façon plus générale, donc l'amélioration de la santé au long terme des utilisateurs de drogue, une baisse des décès par surdose et de la gravité de ces surdoses, baisse des comportements à risque, baisse des seringues à la traîne, etc., etc. Je ne sais pas, Camille, si tu veux rajouter quelque chose à la plus-value. En fait, c'est sûr que
À très court terme, évidemment, il y a plusieurs impacts attendus qui sont plus difficiles à mesurer, là, comme justement vraiment un impact réel sur le nombre global de décès ou au niveau de la transmission là, des maladies, des infections transmissibles par le sang. C'est ce qu'on s'attend à plus long terme, surtout que comme nos voisins d'Ottawa qui ont 4 services de consommation supervisés depuis quelques années, ce qu'on se faisait dire, c'est qu'effectivement, la culture de la consommation sous supervision, ça prend quand même un petit temps à s'installer. Donc, ça peut prendre plusieurs mois avant que les gens soient véritablement à l'aise et viennent de façon régulière. Mais je pense que là, c'est tranquillement en train de s'instaurer. Puis jusqu'à présent, mais il y a 2 vies qu'on a pu sauver. Donc, c'est déjà, je pense, déjà quelque chose de très important. Mais c'est aussi tout le lien qu'on est en train de créer, parce que comme tu l'as dit, Cédric, on est en train de travailler pour ouvrir un service permanent de consommation supervisée. Fait que déjà, je pense que l'habitude d'utiliser ce genre de service-là va être créée, puis va être bénéfique quand on ouvrira nos services permanents. Voilà. Merci beaucoup. Donc, Cédric et Camille, c'est sûr que c'était très, très bref. Et j'en profite aussi pour dire à tout le monde, on va y revenir là, en fin de présentation, que le 17 février prochain, là, on a une après-midi complète là, de conférences où, entre autres, on a pour objectif là, de passer à travers vraiment comment mettre en place un service de consommation supervisé avec toutes les procédures, se démêler un peu avec tout ça. Mais d'ici là, donc, on aurait un 10 minutes là, facilement s'il y a des questions. Donc, je vous invite encore une fois à les mettre dans le clavardage, à soit lever votre main ou à y aller directement. Et dans l'attente des questions, peut-être Camille, si tu pouvais aussi revenir un peu, tu l'as mentionné, en COVID, il y a eu des allègements de Santé Canada sur la procédure, mais en quoi, si on compare aux procédures pour les SIS qu'on connaît, qui sont les 4 services d'injection supervisés qu'on a à Montréal et bientôt un à Québec. Donc, comment, c'est quoi un peu les changements? En quoi c'est différent d'un SIS standard ou qu'on a connu jusqu'à maintenant là, à Montréal? Déjà, même pré-pandémie, la façon d'ouvrir un site de prévention de surdose, c'est pas une démarche qui est très, très, on va dire, lourde ou en tout cas complexe comme ça peut l'être pour un service de consommation supervisé où il faut présenter une documentation assez importante au niveau, là, autant des plans d'architecture que toutes nos mesures, nos protocoles de sécurité, les protocoles d'intervention et tout ça. Pour un site de prévention de surdose, dans le fond, c'est très, très simple. On doit tout simplement faire la demande disant qu'on veut ouvrir ce genre de site-là, puis en dedans, habituellement, quelques jours, quelques semaines, c'est autorisé. Mais là, ce qui a en plus facilité les choses, c'est que plutôt qu'on doive s'adresser directement à Santé Canada pour ça, on fait la demande au niveau de notre ministère de la Santé provincial. Là. Donc, on a envoyé une lettre à Dr Arruda lui indiquant que, étant donné notre situation actuelle, on avait besoin de ce service-là. On voulait en ouvrir un à cette adresse spécifique-là. Puis une fois qu'on a eu l'autorisation, dans le fond, on a pu l'ouvrir. Puis là, je suis plus certaine, je pense, Cédric, tu l'as dit, qu'on a une infirmière en soutien au téléphone aux besoins, mais on n'a pas de professionnel médical ou nursing présent au site. Ce sont que des intervenants communautaires. Donc, nos protocoles d'intervention sont aussi beaucoup plus simples. C'est des protocoles que monsieur, madame, tout le monde peuvent appliquer. On n'a pas d'exigence non plus sur le site. Par contre, comme Cédric l'a dit, nos intervenants sont formés pour pouvoir ventiler avec un ballon masque. Donc, un peu comme les paramédics le font, parce que là, dans le contexte de COVID, c'est la seule façon qu'on peut ventiler de façon sécuritaire. Et on sait qu'en cas de surdose d'opioïdes, la ventilation, c'est ce qui est prioritaire. Donc, il fallait s'organiser pour pouvoir le faire. Mais c'est ça. Donc, dans un SPS, les protocoles, de façon générale, sont aussi beaucoup plus simples. Puis comme ça se fait dans d'autres provinces, il y en a que c'est uniquement par et pour, donc avec des parents aidants ou des gens qui ont consommé autrefois, là, donc, ou qui consomment encore, mais qui peuvent donner un coup de pouce. Alors, ça ressemble un peu à ça, un SPS. C'est pas obligé d'être une grosse structure très, très lourde. Donc, structure plus simple, moins professionnelle de la santé, voire seulement sur appel,
Donc, un niveau d'intervention quand même élevé, mais plus limité que si on était, par exemple, dans un service d'injection supervisée, pour dire quelque chose. Oui. L'autre chose aussi qui est intéressant, effectivement, c'est ce que tu nommes, qu'on a quand même plusieurs modèles au Canada où c'est par et pour, donc c'est des pairs qui sont à l'intérieur, qui gèrent le tout. Et même des fois, on a des services de prévention des surdoses dans les stationnements des hôpitaux, là où il y a de la consommation. Donc, je pense à Vancouver, à Saint-Paul, où il y a vraiment une petite roulotte implantée dans le stationnement qui fait en sorte que c'est une façon de gérer la consommation pour les patients qui sont hospitalisés là, pour plein de raisons qui est intéressante aussi. Ça a été développé aussi, je pense, en Colombie-Britannique, dans des hôtels qu'ils ont utilisés justement pour transformer en refuge, pour éviter que les gens soient à la rue pendant la pandémie. Donc, ils ont installé un local pour la consommation à même le refuge aussi. Et donc, le futur pour vous, ce que vous expliquiez, c'était de pérenniser une initiative comme ça. Et est-ce que par-dessus, si j'ai bien compris, il y aurait aussi des initiatives pour aller vers un modèle un peu plus de service d'injection de consommation en plus du service de prévention des surdoses? Ben oui, on y travaille depuis 2018, donc mais c'est ça, c'est un long processus qui n'est pas évident. Fait que la pandémie a fait en sorte qu'on a décidé d'ouvrir un site de prévention de surdose. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir le maintenir en place tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas notre premier site là, permanent qu'on souhaite avoir mobile, celui-là. Donc, on espère dans la prochaine année que ça puisse atterrir, mais on n'a pas de garantie. Donc, on souhaite pouvoir garder le SPS. Puis, une fois qu'on aura notre premier service de consommation supervisé, ben là, il faudra voir si on veut garder le SPS ou pas. Là. Mais, il faut savoir que Santé Canada permet facilement le transfert de l'exemption d'un site de prévention des surdoses à un site de consommation supervisée. On ne t'entend pas, Cédric. Tu es trop loin. Je suis trop loin, non? Ou parle plus fort. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que Santé Canada est très aidante afin de faire cette espèce de transition-là entre un site de prévention des surdoses temporaire jusqu'à un site de consommation supervisé permanent. Donc, c'est quelque chose qui est très faisable avec eux. Ils nous accompagnent tout au long du processus administratif et de rédaction pour le faire. Donc, c'est pas, on n'est pas laissé vraiment à nous-mêmes et le modèle est relativement très flexible également dans la façon dont ça peut se produire. Est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Cédric et Camille? Pourriez-vous commenter un peu sur, on entend que c'est un modèle un peu hybride entre la santé publique régionale en lien avec des organismes communautaires, mais par exemple, vous parlez d'infirmières, de corridors de référence, donc d'où viennent ces gens-là, puis qu'est-ce que c'est vos liens avec les directions santé mentale et dépendance locales aussi? Bien, dans le cadre d'emblée de notre site permanent, dans notre projet de site permanent, on a un lien avec notre direction santé mentale dépendance, étant donné que c'est eux qui vont faire sensiblement vivre le projet une fois qu'il va être opérationnel. Donc, ça a été naturel d'avoir à ce niveau-là une représentante dans ce projet-ci. Donc, on a une ASI et une conseillère en soins qui nous aident à valider certaines procédures au niveau infirmier. Vraiment, techniquement parlant, sur le site de prévention des surdoses, rares ont été les moments où on a fait appel à l'infirmière. Parce que la majorité des personnes savent que quand ils vont venir au site, il n'y aura pas d'infirmière pour un soin. Donc, de cette façon-là, on ne se retrouve pas tant que ça avec des situations qui requièrent une intervention de ce type-là. Et au niveau communautaire, bien, c'est un simple manque de ressources. On est déjà en train de délester des infirmières régulières dans le cadre de la COVID pour qu'ils aillent faire de l'intervention en hôpital et ailleurs. Donc, le fait d'avoir une infirmière à temps plein sur le site n'était simplement pas tout à fait faisable de façon réaliste. Et ça coûte plus cher également. Donc, c'est quelque chose qu'on tentait vraiment d'éviter et
on misait sérieusement sur la simplicité de la mise en œuvre du service afin que ce soit rapide et efficace. Super. Donc, dernière chance pour les questions. Ça va pour tout le monde? Donc, encore une fois, merci Camille et Cédric. On reprend notre conversation. Et donc, j'inviterai Mme Karine Lausier à ouvrir sa caméra et son micro. Donc, merci Karine d'être là. Karine va nous parler du volet de l'équipe Toxico-Itinérance en Estrie. À toi la parole. Bonjour tout le monde, ça me fait plaisir là, de venir vous présenter notre équipe un peu toxico-itinérance. Je vais juste faire un petit parallèle là, avant de commencer. Pour ceux qui sont familiers avec ce qui est offert en Estrie, on a déjà une équipe de TDO régulier qui est à même le CRD. Nous, dans le fond, ce qu'on voulait, c'était d'offrir un service aussi de TDO, mais à faible exigence pour répondre aux besoins d'une clientèle qu'on voyait en itinérance, hein, mais que des fois, il n'y avait pas toujours l'ouverture d'aller dans un cadre qui était très institutionnel. Alors, c'est de là que le besoin est venu, dans le fond, de pouvoir le faire un mix entre l'itinérance, mais aussi de répondre à un besoin là, de traitement à la dépendance aux opioïdes. Alors, c'est de là que je vais vous parler un petit peu là, des objectifs. Qu'est-ce qu'on voulait cibler avec, justement, avoir une équipe intégrée itinérance toxico? Les objectifs, c'était vraiment de prévenir la dégradation et favoriser l'amélioration des conditions de vie. De soutenir les intervenants et les ressources de la communauté. Parce que, juste peut-être pour information, l'équipe itinérance est toujours en lien avec toutes les ressources de la communauté qu'il y a au centre-ville de Sherbrooke. Et on voyait justement de plus en plus de cas de consommation d'opioïdes, des surdoses, tout ça. Fait qu'on voulait être proactif à travers ça. On voulait aussi soutenir la consolidation et le développement des capacités du milieu, hein, parce que des fois, eux aussi avaient besoin, aussi les organismes communautaires, d'avoir des gens qui soient là avec eux pour répondre à leurs questions. On voulait aussi réintégrer des personnes dans les services de santé et les services sociaux là, qui sont un peu plus de nature réguliers, mais on voulait ça, mais en même temps, il fallait avoir un pont avant d'en arriver là. Des services surtout qui sont accessibles et continus, puis offrir des services qui sont regroupés. Comme je disais, de justement offrir des services à une clientèle qui est plus itinérante, des services là, de proximité. C'était les objectifs qu'on avait en créant ça. Notre clientèle qui est visée, c'est sûr, c'est une clientèle âgée de 18 ans et plus, justement, qui vit en marge des réseaux qui sont institutionnels, sociaux, communautaires. Fait que c'est plus une clientèle qu'on va retrouver justement dans nos organismes communautaires, justement, qui vivent des fois sous les ponts. Fait que c'est une clientèle que c'est sûr qu'ils ne se seraient pas présentés directement par eux-mêmes au CRD pour obtenir des services. C'est généralement des personnes qui ont des comorbidités, que ce soit d'ordre physique et mental. Elles peuvent avoir connu des périodes d'itinérance, un mode de vie précaire, mais ce n'est pas parce que c'est l'équipe intégrée itinérance toxico que c'est toutes les personnes qui vivent dans la rue auxquelles on répond. On répond là, à une clientèle qui peut venir un peu de partout, mais qui correspond vraiment aux critères de faible exigence. Et c'est souvent des personnes qui ne vont pas répondre aux services, aux traitements qui sont dites de nature traditionnelle. C'est vraiment la clientèle qu'on vise. Le mandat de cette équipe-là, c'est vraiment d'améliorer l'accès et la continuité des services. On voulait que ça soit des services qui soient le plus simplifiés possible, qu'on puisse répondre rapidement aux besoins des personnes. On va justement détecter rapidement les besoins, les personnes qui sont dans le besoin, parce que c'est une équipe qui est vraiment de proximité. Les gens se promènent, sont dans la rue, vont dans les organismes, fait que c'est facile de voir les gens qui pourraient avoir besoin de nos services. C'est des interventions qui sont sans rendez-vous. Fait que les gens peuvent se présenter à tous les jours pour obtenir des services. Dans le fond, on est situé exactement là, dans le centre-ville, fait que près
de cette clientèle-là. Fait que c'est sûr qu'on a des cliniques qui sont offertes vraiment dans des temps X, mais les gens peuvent toujours répondre, là, on peut toujours répondre quand même aux besoins en tout temps. Puis, ils vont avoir accès à une expertise et des services. Ils vont avoir des intervenants qui sont vraiment au niveau psychosociaux pour répondre à tous leurs besoins. Il y a des médecins qui sont présents. C'est sûr qu'eux ont des périodes très fixes dans le temps. C'est ce qu'on appelle un peu les cliniques. Il y a des infirmières cliniciennes. Entre autres, on en a une qui s'occupe de tout le volet de faire là, un peu le pont entre, que ce soit entre l'hôpital. Des fois, l'hôpital peut justement nous donner des références aussi. S'il y a des gens qui voient qui reviennent souvent dans des états justement de consommation d'opioïdes avancés, peuvent nous dire hey, pouvez-vous nous aider avec cette personne-là? Fait qu'il y a toujours une infirmière aussi de liaison qui est présente et une infirmière aussi clinicienne. Et nous avons aussi une IPS qui travaille en collaboration avec les médecins et qui permet justement d'offrir un service de continuité parce que justement, elle peut pallier quand il n'y a pas de médecin à répondre à certains besoins. Fait que c'est ce qui est intéressant, c'est vraiment une équipe qui est multidisciplinaire. Les services qu'on offre, des services psychosociaux, hein, que ça soit de se retrouver un logement, les gens sortent de détention, ils ont besoin d'aide, on va les accompagner dans cette réinsertion-là. Il y a des soins infirmiers, hein, autant pour évaluer l'état de santé que faire des soins de plaie, des prises de sang. Parce que comme je le disais, notre clientèle n'est pas la clientèle qui va aller facilement demander de l'aide dans le milieu hospitalier. Fait qu'on voit des fois des plaies, des choses comme ça qui sont soignées justement directement à même notre centre de service. Il y a une prise en charge médicale et psychosociale pour les personnes hein, qui présentent un TUO. Fait qu'il va y avoir les médecins de famille, l'IPS, il va y avoir, on va débuter les traitements pharmacologiques pour soutenir les personnes qui ont des problématiques d'opioïdes. Il y a les services aussi d'une psychiatre qui vient en raison à peu près de 2 fois semaine pour venir offrir de l'aide, donner des services, qui va venir aussi voir, tu sais, les gens, des fois, c'est difficile d'admettre leur diagnostic, elle va travailler avec eux aussi là-dessus, fait qu'elle est quand même très présente dans le milieu. Et c'est sûr qu'il y a tout le volet aussi d'intervention, de prévention, de réduction des méfaits. Hein. Comme je disais, nous, on va vers la clientèle, on va faire aussi du dépistage, de l'évaluation. Il y a tout un suivi puis une coordination de services aussi. Puis, on va donner du matériel de consommation là, pour qu'il y ait justement une consommation à moins de risques. Fait qu'on va offrir aussi là, de donner le matériel de consommation. C'est sûr que dans tout projet, vous allez voir, là, il y a toujours des défis hein, qui viennent avec. J'ai commencé, par exemple, par le volet qui est plus au niveau de la réalisation. Nous, présentement, bon, ce qui est un peu là, comment je pourrais dire, notre offre de service présentement n'est pas déployée, dans le sens qu'on est déjà là, on travaille, on répond à un service, mais notre offre de service n'est pas déployée. Bon, à cause du COVID, c'est sûr que ça a fait en sorte qu'on n'a pas pu se promener d'installation en installation un peu pour présenter ce qu'on offrait. Mais déjà, on répond à plusieurs personnes juste à cause du bouche à oreille. Ça veut dire qu'exemple, un usager s'est présenté pour avoir des services, il dit à son ami « Hey, tu sais, j'ai obtenu des bons services, va les voir, tout ça. » Fait qu'on est beaucoup dans le bouche à oreille. Puis ça, c'est pas quelque chose qu'on pensait que ça aurait autant d'impact. Mais finalement, c'est quelque chose là, qu'on se rend compte que, tu sais, des fois, il y a tous des liens, des fois, entre eux aussi, soit qu'ils se retrouvent arrêtés dans un même appartement, fait qu'ils viennent chercher des services. Fait que ça, c'est très intéressant pour ça. C'est sûr qu'on espère là, déployer notre offre de services là, prochainement. Ça serait dans les prochaines étapes là, avec notre infirmière de liaison, de pouvoir se promener et parler qu'on fait vraiment, qu'on a une équipe TDO de faible exigence.
Les défis qu'on a, moi, en tant que chef de service, j'ai toute la trajectoire modérée à grave. Je m'occupe présentement des 2 équipes TDO. TDO régulier, comme je le disais tantôt, qui est à même le CRD, et l'équipe TDO faible exigence. C'est sûr que, bon, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. Hein? L'équipe régulière répond à des gens qui sont la plupart du temps des travailleurs, des gens qui viennent un peu chercher des services, mais de façon très... c'est eux qui se présentent pour obtenir des services au régulier TDO. Fait que c'est sûr que c'est différent de ce qu'on fait en faible d'exigence, que des fois, on est allé chercher des gens directement, on veut éviter les états de surdose, tout ça. Fait que c'est un peu différent. L'objectif est de travailler tout le monde ensemble le plus possible. Mais il y a tout ça que présentement, il faut mettre en place et coordonner et s'assurer que ça fonctionne. Hein, parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui sont suivis au TDO, puis là, ils veulent venir, exemple, au TDO faible exigence. Fait que, des fois, il faut être sûr de bien arrimer nos choses. Il reste aussi toute la coordination au niveau des rôles de chacun. Hein, qu'est-ce qui est vraiment dans la cour du psychosocial, qu'est-ce qui revient dans la cour des infirmiers. C'est plus de délimiter un peu les rôles de chacun. Fait que ça va être dans la prochaine année, c'est quelque chose qu'on veut encore continuer à déployer puis à mettre en place. Les plus-values, c'est sûr que présentement, nous, en tant que COVID, on a toujours été encore là en proximité avec les gens. C'est sûr, avec tout notre matériel de protection, tout ça. Mais on continue d'être dans les organismes communautaires, on continue à aller où que les gens en itinérance se retrouvent. Fait qu'on est vraiment présent pour la clientèle et on offre le matériel, comme je disais, de façon aussi le plus sécuritaire possible. C'est sûr que l'enjeu qu'on a, bon, les gens sont plus là en journée, fait que c'est sûr qu'on s'allie avec des organismes communautaires là, pour que ce soit la distribution du matériel ou quoi que ce soit. On essaye de faire le plus d'arrimage possible avec les gens dans la communauté. Je dirais que c'est vraiment ce qu'on offre. On est bien content jusqu'à maintenant de comment ça se passe. Je pense que ça répond vraiment à un besoin de la clientèle. Fait qu'on est bien heureux de ça. Fait qu'on espère que ça va continuer là, dans la même ligne. Fait que sur ça, moi j'ai terminé ma présentation. Je suis prête à entendre les questions. J'arrive. Merci beaucoup, Karine. Ça fait plaisir. Très, très intéressant. Il y a plein de choses, je pense, qu'on pourrait aborder qui sont très, très intéressantes. Je pense que votre modèle montre bien quelque chose qui émerge beaucoup, qui est vraiment, comme tu dis, dans les trajectoires où les personnes sont en très grande situation de précarité. Ça fait plusieurs fois que c'est nommé même ici que finalement, la différence entre l'itinérance, la santé mentale et dans la dépendance rendue dans la très grande précarité, ça ne vaut plus la peine vraiment ces silos-là doivent quitter. Puis ce que vous montrez, c'est que le modèle de service, qui est un modèle de service, je pense, de type un peu là, one-stop shop, c'est un tout inclus où, à partir du moment où on rencontre un très grand niveau de précarité, bien, on peut rentrer dans cette équipe-là et là, on a accès à l'ensemble des services. C'est un modèle qu'on a beaucoup réfléchi quand on a fait la première phase de notre PODS et on est allés tous vous voir, plusieurs d'entre vous qui avaient des équipes à Bossé justement pour réfléchir. C'est un des grands constats qui émerge d'une de nos recommandations dans la très grande précarité, de ne plus se fier à quelle est la pathologie, mais se fier justement au niveau de précarité et ensuite donner le niveau de l'offre de soins parce que sinon, on se retrouve à mettre les gens dans des cases puis ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas, dans les services que tu as nommés qui sont offerts sur place, peux-tu nous dire un peu dans ce que vous offrez, est-ce qu'il manque des choses ou vers quoi vous souhaitez vous en aller? Tu as nommé plusieurs choses. Une équipe multidisciplinaire, même un psychiatre répondant, la distribution de matériel, le TAO. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voyez poindre qui sont des besoins qui devraient être pris en charge localement? Oui, bien, c'est sûr que présentement, je dirais, puis je pense que c'est comme ça là, dans toutes les régions actuellement. C'est sûr que c'est quand même des petites équipes.
équipe. Hein. On n'a pas, je veux dire, on a peut-être une psychoéducatrice pour vraiment le TDO, mettons, bas seuil, tout ça. Fait que c'est sûr que beaucoup de pression sur une équipe qui ne sont pas nombreux. C'est sûr qu'éventuellement, si on voit qu'il commence à avoir autant d'achalandage, parce que comme je disais, on n'a pas encore vraiment déployé en plus l'offre de service, puis il y a plusieurs personnes qui cognent à nos portes. C'est sûr que dans un avenir rapproché, moi, j'aimerais énormément qu'on puisse agrandir un peu nos services puis avoir plus de gens qui peuvent répondre à la demande, réussir aussi à avoir peut-être des médecins qui peuvent être encore, pour offrir plus de cliniques aussi aux personnes. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qu'éventuellement, ça serait intéressant à mettre en place. Là. Merci. Est-ce qu'il y avait des questions pour Karine? Est-ce que tu peux commenter aussi un petit peu sur le rôle de l'IPS, entre autres, sur son rôle en TAO? C'est quand même quelque chose d'intéressant au Québec quand on sait que dans la plupart des régions, il manque de médecins prescripteurs, que c'est un enjeu. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle peut faire, pas faire? Comment c'est le lien avec les médecins aussi? Oui, bien c'est sûr que honnêtement, on s'est rendu compte parce que justement, là, elle a dû s'absenter quelques semaines, puis on s'est rendu compte que l'IPS a un rôle très majeur dans tout ce qui est justement le traitement, parce que justement, elle peut, quand les médecins ne sont pas là, bien, elle peut quand même continuer là, à s'assurer que la prise est bien faite. Fait que c'est sûr que quand elle n'est pas là, ça a un impact parce que là, il faut se référer justement au médecin, il faut s'assurer d'avoir un médecin qui est plus présent, tandis qu'elle peut pallier aussi à tout ça, peut faire quand même les premières rencontres pour voir est-ce qu'on va débuter un traitement, peut faire le pont aussi avec l'hôpital quand on se retrouve avec des gens qui ont eu soit des surdoses, mais qui auraient besoin, parce que comme je le disais tantôt, les gens souvent ne veulent pas aller dans les milieux un peu trop institutionnels comme notre CRD, exemple. Fait que c'est sûr qu'elle peut s'occuper de tout ce volet-là. Et elle a un rôle aussi qu'elle peut quand même, elle peut aussi là, un rôle de prescripteur aussi, là, quand les médecins peuvent l'accompagner là-dedans, mais elle a quand même un grand rôle là, au sein de l'équipe. Là. Moi, je trouve que c'est un plus d'avoir ça aussi dans nos équipes quand on ne peut pas avoir toujours accès, exemple, là, à des médecins là, rapidement et répondant, parce qu'on le sait, là, les médecins présentement sont quand même tout aussi surchargés avec le COVID, tout ça. Fait que ça nous a quand même permis de continuer à donner des services de qualité. Et puis, c'est une IPS de première ligne, pas une IPS de santé mentale, hein? C'est bien ça? Oui, de première ligne. Je pense que c'est important de faire la différence aussi pour les gens qui sont avec nous, c'est-à-dire que les IPS PL ont la capacité de faire le suivi, l'ajustement d'un TAO une fois que le TAO est initié et qu'il y a eu un diagnostic, ce qui est différent d'une IPS santé mentale qui pourrait même aller jusqu'à initier un traitement, toujours en ayant un médecin qui peut rajouter, refaire l'évaluation dans le premier mois. Mais ce que tu nous dis, c'est que même si elle n'est pas, par exemple, il faut qu'il y ait peut-être un médecin pour faire une évaluation initiale, mais une fois ceci étant fait, c'est elle qui fait tous les suivis, les ajustements de doses et tout ça. Oui, fait qu'elle peut vraiment tout après ça, le coordonner les suivis puis tout ça, là, fait que ça, c'est un plus. C'est sûr qu'elle est toujours là, en collaboration avec les médecins puis tout ça, mais au moins, on n'a pas, c'est pas l'infirmière qui a à toujours aussi pallier à tout ça. En étant une petite équipe, ben ça fait en sorte qu'il y a quelqu'un qui peut facilement faire le pont, là. Fait que ça, c'est intéressant. Merci. Il y avait une question de M. Robert Boris. Vous pouvez rallumer votre caméra. Oui, bon matin tout le monde. Bravo pour ces beaux projets. Puis ça me rejoint beaucoup ce que j'entends parce qu'on est du côté de la Montérégie. Et les CIS, on a travaillé fort effectivement là, à mettre en place une équipe de proximité là, un peu là, du même type qui donne des résultats là, franchement intéressants. Puis vous avez raison, toute la présence de la partie médicale, de la partie de soins, c'est un enjeu qui est hyper important. De notre côté aussi, on a réussi à impliquer là, une IPS qui était aussi en lien avec les SNT, là, parce que dans le fond, c'est tout un continuum, hein, les SNT depuis le début de la COVID avec ce qui se passe à la rue, parce qu'on
on n'arrive pas à tous les rejoindre, puis c'est pas tous le milieu approprié. Donc, on s'est joint vraiment cette partie prenante-là, puis on le voit là, que c'est ce qui se démarque. Une des innovations aussi qu'on tente, puis je ne sais pas si vous êtes là dans la pratique, c'est de faire la téléconsultation avec je vais dire les patients, mais ce n'est pas les patients, avec nos usagers à la rue. Puis ça aussi, on a vu que c'est vraiment intéressant, mais c'est en même temps un défi, hein, parce que ce n'est pas des gens que c'est si simple de se donner des rendez-vous même à la rue. Là, donc, mais on a réussi. Ça a été vraiment intéressant là, pour les médecins de vivre cette expérience-là. Puis, dernière chose qu'on a vue, c'est que ce qui est une formule gagnante, c'est d'y aller vraiment avec une proximité, parce que vous l'avez dit, hein, c'est des petites équipes qu'on doit bien réseauter, autant là, avec nos partenaires qu'avec les policiers communautaires, qu'avec nos propres ressources. Donc, le choix qu'on a fait chez nous, c'est de les mettre vraiment là, en gouvernance intégrée avec le CIV et aussi avec nos SRA, nos ressources qui travaillent en stabilisation résidentielle, en itinérance. Fait que ça fait une équipe plus forte. Oui. Ça fait une équipe où que la fluidité est plus facile et on est allé intégrer aussi un intervenant de première ligne, même si on sait que les réalités de concomitance sont assez importantes là, chez cette clientèle-là. Donc, je voulais juste le partager là, en termes que ça nous rejoint beaucoup. Puis on est là-dessus, nous aussi, d'ailleurs. Là, ça va paraître là, dans la revue Intervention là, de l'Ordre des travailleurs sociaux, là, je pense en décembre, le modèle de chez nous. Vous nous ferez parvenir ça. Merci pour cette intervention-là. On pourra la diffuser aux gens qui sont ici. Donc, c'est effectivement très intéressant de voir à quel point, pour la clientèle en situation de précarité, il y a une espèce de mix des compétences où ça ne peut pas être juste santé mentale, ça ne peut pas être juste itinérance, ça ne peut pas être juste dépendance. Puis il faut qu'il y ait ça. Et là, vous rajoutez le communautaire, des pairs, la première ligne. C'est vraiment un modèle qui est très, très intéressant. Je réitère, pour ceux qui ont envie d'aller plus loin dans le développement d'un modèle comme ça, premièrement, faites-nous coucou, puis ça nous fera plaisir de vous mettre en lien avec les diverses équipes qui sont avancées, comme ce que Karine a présenté aujourd'hui. Mais il y a une très grande partie là, des recommandations que Karine a mis dans le clavardage. Là, elle a mis la proposition numéro 8, mais je vous dirais que l'ensemble de nos 10 recommandations qui, à l'époque, touchaient comment abaisser le seuil des traitements en TUO, mais l'ensemble de ces recommandations-là visent la précarité, là, que vous parlez de TUO, d'itinérance ou de santé mentale. Donc, si vous avez un document pour vous soutenir, on va aussi vous montrer quelle offre de soins d'être disponible, l'offre de soins minimale, l'offre de soins plus large, tout ce que Karine, plusieurs des éléments que Karine a abordés. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions pour Karine avant qu'on fasse le wrap-up final? S'il n'y a pas d'autres questions, encore une fois, Karine, je te remercie beaucoup. Et pour faire du pouce sur ce qui a été dit dans la question, on dirait que c'est organisé avec le gars des vues, mais sachez que après Noël, et je vais vous le montrer là, à la toute fin de la présentation, on va justement parler de la téléconsultation parce que vous avez été plusieurs à nous nommer que ça a été une modalité très, très intéressante, mais c'est une modalité qui a été déployée avec plein de niveaux et qui est très différente si on est dans de l'intervention plus psychosociale ou même de groupe versus tout l'encadrement de la téléconsultation médicale, pour dire quelque chose. Donc, on va passer notre prochaine réunion ensemble sur ce sujet-là là, après les fêtes. Alors, on termine la réunion et encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions au fur et à mesure à y aller dans le clavardage ou si vous avez des choses qui viennent pour les conférenciers là, qui sont passés avant moi, à y aller pour poser votre question dans la section des commentaires. On veut terminer en rappelant certaines mesures de prévention et de réduction des surdoses qui sont disponibles dans la communauté et qui peuvent être implantées dès maintenant dans vos équipes respectives.
La première, c'est évidemment la distribution de naloxone. Et on souhaite rappeler qu'on est capable maintenant et qu'on a eu même le droit d'aller au-delà de la distribution en pharmacie et dans les organismes communautaires, comme ça a été discuté par Éric. Il y a eu une lettre du sous-ministre au PDG et PDGA des établissements sur la remise de la naloxone qui va être accessible là, avec un hyperlien ici quand vous allez consulter le PDF et qui invite, entre autres, les départements des pharmacies des CIS à rendre la naloxone disponible in situ pour certains usagers, entre autres dans les urgences. Donc, je pense qu'on est rendu en 2020 dans la situation actuelle où les urgences sont un endroit où il y a beaucoup de surdoses, où on voit beaucoup d'usagers qu'on ne va pas voir ailleurs et ce n'est pas vrai que les personnes passent ensuite en pharmacie après une surdose se chercher leur trousse. Donc, il faut que ça soit remis sur place, mais aussi dans tous les centres de réadaptation en dépendance, réadaptation jeunesse, première ligne, par exemple, dans les CLSC qui vont faire repérage, détection et évidemment, les services de santé en milieu carcéral. Donc, on n'est pas dans avoir de la naloxone sur place pour intervenir. On est dans la remise de la trousse, de l'information et idéalement, la formation qui va avec. Et il y a eu des financements accordés en ce sens. Donc, dans l'ensemble des équipes où vous travaillez, si vous n'êtes pas encore un distributeur de naloxone, on vous invite à utiliser le document qu'on a joint au courriel qui vous montre votre répondant sur dose de votre santé publique pour voir comment vous en procurez. Et habituellement, ça passe par les pharmacies des CIS. Mais votre répondant de santé publique va être la bonne personne pour vous pister de voir quelles démarches ont été faites et quoi faire. Donc, c'est quelque chose qui est assez simple, qui est fait dans plusieurs des équipes qui ont présenté aujourd'hui. Et force est de constater qu'il y a une très grande proportion des usagers qui n'osent pas aller en pharmacie ou qui ne demandent pas en pharmacie. Et ce qu'on voit dans nos équipes, c'est effectivement très, très rare que les usagers en ont sur eux au moment où on fait la demande. Donc, c'est un peu comme un épipène. Si votre épipène est resté chez vous dans la pharmacie, bien, ça ne fonctionne pas. Il faut que la personne en ait sur elle toujours dans l'ici et maintenant pour qu'on puisse vraiment répondre au phénomène des surdoses. Je rappelle ce qui a été aussi montré par Éric Langlois. Il existe une carte dont le site web, là, encore une fois, est en hyperlien, qui vont vous permettre de voir tous les organismes communautaires et tous les pharmacies dans votre région qui se procurent de la naloxone. Donc, ça peut être le fun que vos équipes soient au courant de cette carte-là pour pister les patients, les personnes, si vous n'en avez pas pour l'instant sur place. Et aussi des vidéos très, très simples qui ont été faites par l'INSPQ sur l'administration intranasale ou par injection. Les deux trousses sont encore disponibles, mais bien évidemment, la voie intranasale est beaucoup plus simple. Et donc, ces vidéos-là sont disponibles sur le site de l'INSPQ aussi. Et une nouveauté là, qui est sortie pendant la COVID, qui est très, très importante parce que ça répond à plusieurs de nos questions, un protocole de prise en charge de surdose et d'utilisation de la naloxone dans le contexte de la COVID-19 qui nous rappelle un peu ce qui a été discuté là, par Dr Paquette, qu'on peut utiliser la naloxone, que l'intranasal n'est pas considéré comme générant des aérosols et donc on n'a pas à mettre de N95 quand on administre la naloxone, mais que s'il y a du RCR ou de la ventilation, la personne doit mettre un épi parce qu'on ne connaît pas nécessairement le statut de la personne au niveau de la COVID. Mais on ne va pas dans des masques de N95 pour faire de la ventilation ou du massage cardiaque, ce qui est une bonne nouvelle. Un épi standard avec un masque de procédure standard fonctionne. On vous a donné aussi un exemple de notre ordonnance collective pour l'administration de la naloxone dans nos équipes où il y a des personnes qui sont dépendantes aux opioïdes, entre autres dans notre service d'injection supervisée, mais aussi dans notre équipe basse seuil de TAO. Et bon, cette procédure-là est en revision. Il y a des ajustements qui ont dû être faits aussi là, pour la COVID, mais c'était quand même pour vous donner un exemple où on a utilisé une échelle différente, qui est l'échelle de sédation de Ramsey, pour ne pas donner la naloxone trop tôt à quelqu'un qui serait simplement un peu somnolent de la consommation des opioïdes. Et tout ça pour vous dire que ce n'est pas du tout la même chose d'administrer la naloxone chez quelqu'un
qui est naïf aux opioïdes ou chez qui on a donné des opioïdes parce qu'il y avait une douleur aiguë, on est beaucoup plus sévère et dès que la personne s'endort un peu, on va donner l'analoxone. Ce n'est pas du tout la même chose chez quelqu'un qui a une dépendance aux opioïdes où on ne veut pas intervenir trop tôt, mais bien sûr, on veut renverser les surdoses si c'est le cas échéant. Je vous rappelle aussi pour vos équipes, mais aussi pour vos usagers, qu'il existe des excellentes formations sur la réduction des surdoses et l'administration de l'analoxone, pardon. Donc, à la gauche, vous voyez « Administration d'analoxone pour inverser les effets d'une surdose d'opioïdes ». C'est un module en ligne très, très simple à faire qui a été fait pour l'ensemble des intervenants du réseau, que ce soit infirmières, services sociaux, voire même agents de sécurité, et qui permet de bien comprendre le quand, le pourquoi, comment ça fonctionne. À la droite, vous avez « Où en sommes-nous au Québec pour prévenir et faire face aux surdoses de drogue, dont les opioïdes ». C'est un module plus général qui couvre l'ensemble du phénomène des surdoses et pas uniquement l'administration de l'analoxone. Et en bas, le programme Profane, qui est maintenant un programme conjoint par Métadam, qui est un organisme communautaire, et la IDQ, qui est pour les intervenants communautaires, les usagers et leurs proches, et qui fait en sorte d'outiller les usagers justement à l'utilisation de l'analoxone. Ça vient avec une rétribution aussi, là, compensation financière pour les usagers qui peut être très, très intéressante. Et ça vient aussi habituellement avec une formation RCR. Donc, les personnes sortent de là vraiment très bien habilitées là, pour intervenir en situation de surdose. Et si vous allez sur le site, vous allez voir, normalement, le programme Profane, ils ont recommencé, vont partout au Québec et offrent des formations sur l'ensemble du territoire. Donc, ça peut être, dépendant de où vous travaillez, une bonne idée d'avoir ces listes-là pour les usagers pour qu'ils puissent s'y joindre et pour les soutenir à s'inscrire à ces formations-là dans le contexte actuel. Je rappelle quand même aussi qu'il y a d'autres mesures qui sont disponibles pour prévenir les surdoses, donc pas juste l'analoxone. Celles que vous voyez en haut, ce sont les services d'injection supervisée dont on a parlé ce matin, donc qui peuvent être de l'injection, mais aussi plus large, ça peut être de la consommation. Ce n'est pas juste être obligé d'être pour de l'injection, mais on pourrait, par exemple, superviser l'inhalation pour dire quelque chose, avec les services de prévention des surdoses dont on a parlé ce matin. En bas, vous voyez les bandelettes de détection de fentanyl et effectivement, il y a des pour et des contre avec ces bandelettes-là, mais force est de constater qu'elles ne sont pas encore largement diffusées et ça peut être très, très utile d'avoir la capacité d'en remettre aux usagers là où vous travaillez. Un. Deux, de pouvoir vous-même, dépendant là, de ce que vous avez à faire comme intervention, être capable d'avoir ces bandelettes-là pour tester soit la drogue, soit l'urine de vos patients pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce que, effectivement, ce qu'on voit actuellement, du moins à Montréal, c'est qu'avant, les personnes consommaient du fentanyl sans le savoir. Ils achetaient, pour dire quelque chose, de l'héroïne ou du dilodide et finalement se retrouvaient à consommer à leur insu du fentanyl. Ce n'est plus ce qu'on voit actuellement sur le terrain. On a des gens qui achètent et qui recherchent du fentanyl. Et quand, effectivement, on teste leur urine, on ne trouve rien d'autre que du fentanyl dans l'urine. Donc, soit pour vous aider au niveau de votre équipe dans les diagnostics ou pour pouvoir commencer un traitement, ou soit pour pouvoir le distribuer pour les usagers. Mais plus globalement aussi, on pourrait penser à tout le phénomène du drug checking, donc la capacité à faire de l'analyse de drogue. Et ça aussi, on va en reparler lors de notre événement là, du 17 février. Ce sont des mesures qui sont en implantation et en évaluation partout au Québec. Et évidemment, une des autres mesures dont on vous parle beaucoup depuis le début, c'est la pharmacothérapie de remplacement. Donc, le safer supply, le principe de dire que une des choses qu'on peut faire pour prévenir les surdoses, c'est aussi empêcher que les personnes consomment des substances sur le marché illicite et donc qu'elles consomment des substances licites connues, prescrites, qui sont beaucoup moins à risque puisqu'elles ne sont pas contaminées par le fentanyl ou toute autre substance connexe, comme celle qu'Éric vous a présentée ce matin. Alors, on arrive à la fin. Je ne sais pas s'il y avait des questions. Oui, donc,
Camille, tu voulais là, nous faire une petite nuance par rapport au N95. Donc, oui, vas-y, je te laisserai la parole. Oui, bien, en fait, je pense que je voulais juste repréciser que quand on a besoin de faire de la ventilation, à l'heure actuelle, là, on n'a pas le choix d'avoir un N95 quand on utilise le ballon masque. Là, donc, à moins que vous ventiliez quelqu'un de votre famille ou quelqu'un avec qui vous êtes régulièrement en contact étroit, vous pouvez faire du bouche à bouche. Là, mais du moins, en tout cas, c'est ça. Pour faire un massage cardiaque, par contre, pas besoin effectivement de N95. On recommande juste de mettre un tissu ou un masque de procédure à la personne qu'on va masser. Puis, c'est pas considéré comme une manœuvre qui génère des aérosols, le massage cardiaque. Merci beaucoup. On a eu aussi dans les commentaires quelqu'un, donc je pense Karine du Bas-Saint-Laurent, qui nous disait que pour l'instant, il n'y a pas encore de bandelette de fentanyl au Bas-Saint-Laurent, mais que le processus est en cours. Donc, et effectivement, comme je vous le disais, donc merci pour ce commentaire-là. Et comme je vous le disais, si tel n'est pas le cas, n'hésitez pas à faire un petit coucou à votre répondant surdose aussi pour voir où est-ce que ça en est, comment vous procurer. Donc, par exemple, pour vous donner l'exemple de chez nous, on a eu la chance que notre répondant surdose est venu vraiment nous faire une formation pour être sûr de l'utilisation adéquate, puis aussi du counseling qu'on a à faire avec les faux négatifs, les faux positifs, donc pour bien expliquer à l'usager qu'est-ce qu'il peut comprendre ou ne pas comprendre là, de ce test-là. Mais comme on le disait aussi, cette personne-là, la santé publique, saura vous pister sur la distribution de naloxone et probablement que c'est la même personne, ou en tout cas dans la plupart des équipes, qui sera votre répondant aussi pour la distribution du matériel de consommation. Donc, c'est soutenant que ce soit votre meilleur ami à partir de maintenant et pour avoir le matériel de consommation sur place, mais aussi pour savoir bien l'utiliser et faire le bon counseling là, à la personne. On a un commentaire de Cédric aussi qui nous dit qu'en Outaouais, nous avons été surpris de les voir déjà dans les GRM sans avoir à en faire l'ajout. Le processus d'achat en a été très simplifié. Donc, effectivement, comme Cédric l'a dit, quand on est un peu plus avancé, ça peut rentrer dans un système de commande comme le GRM, comme pour l'ensemble des choses que vous commandez et ça devient effectivement très, très simple. Et donc, encore une fois, il faut attacher ce premier lien-là une fois avec la santé publique et ensuite de ça, ça devient une commande comme une autre et ça roule très, très bien. Donc, effectivement, c'est facilitant là, quand c'est fait comme ça. Ça soulève quand même là, les bandelettes de fentanyl aussi la question dans les équipes qui font du TAO ou de la dépendance de quel genre de test rapide de dépistage de drogue on veut avoir sur place et comment on peut ajuster ce test-là parce qu'on se retrouve avec la problématique que je vous disais tout à l'heure de gens qui nous disent consommer des opioïdes, qui ont des signes évidents de consommation des opioïdes, mais si on a juste des tests standards et qu'on ne détecte pas le fentanyl, la personne pourrait tester négatif aux opioïdes. Et là, on se trouve un peu mal pris à est-ce qu'on peut commencer la méthadone ou pas chez un cas comme ça. Donc, ça aide vraiment d'avoir des palettes qui nous permettent de détecter un petit peu plus largement. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires? Je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas fait, et peut-être qu'on peut remettre le lien là, vers l'évaluation. Merci. Donc, je vous rappelle de prendre un petit 5 minutes pour aller remplir cette évaluation-là et de mettre tout de suite à votre agenda nos 2 prochains événements qui sont des événements le plus gros que ce qu'on fait ici. Comme vous le voyez, ce sont des demi-journées, le 17 et le 23 mars. Le 17 février, on va prendre l'après-midi pour vraiment aller plus loin là, au niveau du contexte des surdoses. On va être avec vous, mais on souhaite aussi que vos équipes soient là, qu'on soit vraiment plus large avec aussi les répondants en santé publique, s'ils le peuvent, dépendant de la situation COVID. Et on veut aller plus loin dans le concret d'implantation de mesures comme, par exemple, ce qui a été montré ce matin, donc dans les procédures, les enjeux pour que les gens se sentent habilités à ramener ces compétences-là. Et le 23 mars, on va être dans un événement plus clinique, donc je vous invite tout de suite, pour ceux qui sont des gestionnaires dans la salle, les APPR, à inviter vos équipes
à garder cette date-là où on va parler des opioïdes et plus largement là, du traitement, entre autres avec des nouvelles molécules comme le Cadian, mais aussi d'approvisionnement plus sécuritaire. Donc, on va vouloir aller dans vraiment du concret, de quoi prescrire, comment, pourquoi, pour opérationnaliser la chose sur le terrain. Et je vous termine. Donc, on prend l'habitude de vous suggérer des lectures parce qu'on sait que vous êtes débordés. Donc, on essaie de faire un triage dans tout ce qui sort à chaque semaine. Et cette semaine, on vous propose donc 2 choses. Premièrement, un document qui a été publié par l'Université de Montréal sur la crise des surdoses, qui est très, très intéressant. Une analyse du contenu des rapports du coroner. Et le deuxième, c'est un peu en lien avec ce qui a été présenté par l'Outaouais, les questions et réponses de comment développer une exemption pour exploiter des sites répondant à un besoin urgent en matière de santé publique, donc des sites de consommation supervisée ou des sites de prévention des surdoses. Et comme je vous l'ai brièvement annoncé, on se revoit en 2021, le 11 janvier, et nous allons justement passer la rencontre sur la téléconsultation et comment adapter la téléconsultation pour mieux rejoindre les personnes qui ont un trouble de l'usage de substances ou en situation d'itinérance. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire, nous envoyer un texto et aller visiter notre site Internet qu'on met à jour régulièrement et où on fait vraiment un effort justement d'avoir pour vous aussi un one-stop shop où vous avez juste un endroit où vous avez la littérature là, extraite, les consignes ministérielles, tout au même endroit pour vous éviter de fouiller. S'il y a des choses que vous trouvez qui manquent ou des suggestions de lecture ou des choses que vous pensez qu'on devrait mettre sur notre site, n'hésitez pas non plus à nous en faire part. Donc, merci à vous, à tous, d'avoir été là en si grand nombre encore une fois et merci encore une fois à nos invités qui ont fait dans un temps record des présentations là, très, très intéressantes. Donc, merci beaucoup tout le monde. On vous souhaite de joyeuses fêtes COVID et on se revoit le 11 janvier. Merci beaucoup.